Bonjour, bonjour amoureux de l'émission Le Plateau du Bien-être et merci de prendre encore le rendez-vous pour nous suivre dans cette émission. Alors, en Afrique, la scarification est un marquage rituel symbolique d'appartenance ethnique ou d'initiation. Est-ce que cela donne-t-il le droit à une belle-mère de prendre son petit-fils à l'insu de son fils ou de sa belle-fille pour aller scarifier son visage? On en discute tout à l'heure dans cette émission et ce sera avec mes chroniqueurs du jour. Bien entendu, vous le savez, aujourd'hui, c'est mercredi et donc vous aurez droit à un dossier de la semaine et aujourd'hui, nous avons décidé de faire un clin d'œil sur l'utilité, sur l'importance, sur les valeurs nutritives, en tout cas du lait de coco. Et bien entendu, mercredi également, même si Nachat n'est pas sur ce plateau, nous aurons avec Jacques Sarah à recevoir des astuces sur la santé. Il va nous apprendre comment se lever du lit. Un programme très garni ce matin donc pour vous. Alors, très chers téléspectateurs, installez-vous confortablement et bienvenue encore une fois dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Très cher, bonjour. Pour un mercredi, je suis la reine de ce plateau. Permet d'entrer de jeu que je te dise que tu es très radieuse ce matin. Oh là là, Jacques, pourquoi? ne fais pas. Non, je t'explique. L'humilité va me quitter. Je t'explique, Ezekiel, reste calme. Je vais rien dire encore. La couleur de ta chemise marie très bien avec le fond qui est derrière. Et ça annonce d'ailleurs les couleurs du réveil. Ah, Seigneur. Ça voudra dire que cette année, ça sera pimpant. Je t'assure. Ça n'a quand même pas de tous les côtés. Tu as un souci particulier. Je dis rien. Ça n'a quand même pas de tous les côtés. Alors, comment vous allez? Le Père Noël ne va pas descendre. En tout cas, non, plutôt, si le Père Noël ne vient pas, je sens que les enfants iront chercher le Père Noël. Pour cette fois-ci. Pour cette fois-ci. Il habite loin. Même s'il est loin, on va le télécommander. Ah oui, vous allez à la Laponie, là, il faut bien ménager votre motivation. Alors, Jacques, ça va? Oui, bonjour tout le monde. C'est pas trop la grande forme ce matin. Mais avec le sourire de Blondine, je sens que je vais mieux. Je voudrais également transmettre ce sourire, cette bonne énergie à mes chers amis téléspectateurs, amoureux du plateau du bien-être, pour leur dire que même si quand ça ne va pas, il faut rester optimiste, positif, ça va aller. Et que cette journée nous apporte beaucoup de choses. En tout cas, la semaine tend vers la fin. Déjà qu'on est au lundi, il faut se dire en même temps qu'on est au vendredi. Ça, c'est clair. Donc voilà, et puis vous serez très bien servis aujourd'hui. Je n'en doute point. Surtout que je vais me mettre dans la peau de Astuce Santé. Ça va sortir un peu du commun. Ça, c'est clair. Nachette qui a refusé de me donner des astuces hier ici sur ce plateau. Je l'aurai quand même. N'est-ce pas? Alors, Ezekiel. Bonjour, Blondine. Je commence pas à m'habituer à te voir tous les jours. Ça me fait énormément plaisir. Faut pas trop t'habituer, ça va pas durer. Bonjour aussi à nos chers amis qui nous suivent tous les jours. On espère que vous allez bien, bien évidemment. J'espère que vous aussi vous allez bien, et que la semaine se déroule bien pour vous. Comme j'ai dit, c'est la fin d'année, restez toujours, prenez soin de vous, c'est très très important cette fin d'année pour qu'on puisse démarrer encore la nouvelle année tous ensemble, donc c'est très important. C'est très important, prenez grand soin de vous, surtout les personnes qui utilisent des engins pour se rendre où ils doivent aller, pardonnez, conduisez très prudemment, c'est très important en cette période de fête. Prudence, prudence et prudence. Même les piétons, prudence. Ah oui, si vous voulez traverser la route et tout, que vous allez, prudence en fait, prudence, de tous les côtés, prudence. Et surtout, prenez bien soin des petits bouts de chou. Les enfants là qui s'amusent de haut et puis leur maman est quelque part en train de faire la cuisine là. Pour cette période de fête, évitez de faire ces choses. Mettez les enfants dans de très bonnes conditions chez vous à la maison, à l'intérieur de la maison surtout, c'est important. Merci encore, merci à vous d'être là. On va poursuivre cette émission, bien entendu, avec la causerie de ce matin. Je vous le disais, à l'entame de cette émission, nous aurons à parler de la scarification. Eh bien, le sujet de ce matin nous dit ceci.
En rentrant du travail, je découvre que ma belle-mère a scarifié mon enfant sans mon consentement. Si la régie est prête, elle peut même nous montrer l'image de ce bout de chou-là. Mais en attendant, les gars, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? Malheureusement, je ne peux donner mon avis pour le moment. Se jette à l'eau. Je vais essayer. Je trouve que c'est un sujet intéressant. Et on va éviter de faire l'hypocrisie. Moi, je vais dire les choses telles que je l'entends. Et si peut-être il y a une future belle-mère qui m'entend, priez de lui pardonner, il n'est pas comme ça. Qu'elle essaye de comprendre. Parce que... Quand Jacques commence comme ça, c'est qu'un futur foyer en danger. Je dis ça, je dis rien. Voilà justement, vous rentrez du travail le soir très fatigué. Et puis, vous découvrez votre enfant dans cet état et votre belle-mère vous dit que voilà, c'est un rituel de chez nous. Donc, mon petit-fils, il doit suivre le pas et vous retrouvez votre enfant dans cet état-là. Donc, je disais que s'il y a une future belle-mère qui me suit actuellement, elle devra comprendre que je ne fais pas de la plaisanterie sur ce plateau et je vais dire la vérité. D'abord, la première des choses, c'est que et la belle-mère et ma femme me donneront une explication. Comment cela s'est passé ou bien comment se fait-il que moi qui suis le géniteur, à mon absence, on se permet de faire ce que je viens de voir là sur le visage de mon enfant. Et sans trop chercher à comprendre aussi, je vous assure, je vais enfermer ma belle-mère. Ça peut paraître un peu dur, mais j'ai mes raisons parce que d'abord, elle m'a manqué de respect. Oui. Elle ne m'a pas considéré et elle veut faire le foyer à ma place. C'est-à-dire qu'elle veut prendre les rênes à ma place. Et ça, je ne peux pas permettre cela. Et je vais même demander qu'on fasse également la scarification sur le visage de la belle-mère. Maintenant, ma femme me doit des explications. Comment se fait-il que ta maman te donne des ordres et tu n'as pas pensé me revenir, me faire un retour pour me dire, bah, écoute chérie, tu sais quoi, la maman demande ceci, cela. Parce que si elle garde le silence, ça veut dire qu'il ne dit rien consent. Ça voudra dire peut-être d'une part qu'elle a consenti. Parce que si elle n'a pas consenti, elle pouvait oser bouger le petit doigt, ne serait-ce que me laisser un petit message que, bah, écoute, tu sais chérie, ça chauffe à la maison. J'essaie de convaincre ma maman, elle ne veut pas comprendre, mais elle veut à tout prix qu'on fasse la scarification à mon enfant. Ou encore à notre enfant. Là, je peux comprendre qu'elle a essayé. Mais si je rentre et je n'ai pas reçu de message, je n'ai pas senti d'effort venant de ma femme et ma belle-mère seront non seulement emprisonnées, mais les deux personnes-là, je vais demander à ce qu'on leur fasse aussi la scarification. Peut-être qu'elles l'ont déjà. Non, peut-être qu'elles ne l'ont pas. En tout cas, si elles l'ont déjà, je les enferme et à la fin, je demande purement et simplement le divorce. Parce qu'un jour, je peux quitter, rentrer et me rendre compte que peut-être on a vendu la maison. Ou encore que ma femme a donné des ordres, on a fait des choses à la maison à mon insu. D'abord parce que la femme n'a pas aussi une certaine crainte, c'est-à-dire elle ne craint pas son mari. Et les paroles de sa maman sont comme des paroles d'évangile. Et elle a pris ça comme ça, ou encore comme une tasse, une tisane. Elle a pris, elle a bu ça comme ça parce que c'est ma maman qui a parlé. Et ça cause également un problème. C'est-à-dire que quoi? Les gens se marient aujourd'hui, les belles-mères quittent le village ou encore quittent leur domicile, débarquent voilà, dans le foyer de leur fille ou encore de leur garçon. Ici, là, c'est la fille. Elle débarque comme ça et elle veut imposer, en tout cas, elle veut s'imposer. Elle veut faire la loi. Et moi, je me pose la question, est-ce que son foyer ne diffère pas de mon foyer? Est-ce que quand tu quittes, tu changes d'environnement, tu ne devrais pas en réalité comprendre que ici, je ne suis plus chez moi, même si je suis chez ma fille? Parce que je suis sous un autre toit qui n'est pas le mien. Il faudrait à un moment donné que les gens arrivent à faire cette distinction-là. Ce n'est pas parce que quelqu'un est venu épouser ma fille que d'emblée, tous les droits sont permis. Parce que c'est ma fille. Je suis désolé, parce que c'est ta fille, mais
elle ne t'appartient plus. C'est mon foyer. Même si chez vous, la tradition demande à ce que des choses comme ça se fassent, en réalité, la fille est sous, en tout cas, elle est sous mon autorité. Ça veut dire qu'en réalité, une démarche doit être faite. Vous venez, vous cherchez à me rencontrer. Et vous me dites calmement que, mais écoutez, monsieur, chez nous, quand la femme donne naissance, je ne sais pas même pas si c'est le premier enfant ou c'est le dernier enfant à qui il faut faire cela, des choses comme ça. Chez nous, en tout cas, quand il y a naissance, voilà les rites qui se font. Et là, en ce moment aussi, je vous dirai, chez nous, voilà ce qui se fait. Et ensemble, on va essayer de trouver le juste milieu. Et se dire, ok, pour notre enfant, nous allons décider de faire ceci, faire cela. Mais une femme qui débarque, d'abord, nous sommes mariés où? Le monsieur est où? Et c'est la femme qui débarque pour venir faire la loi chez moi. Je voudrais chercher à comprendre cela aussi. Alors, Ezekiel? Je suis totalement d'accord avec Jacques, hein, parce que je ne pense pas qu'il y ait un père ou un mari qui serait apte à accepter ce qui s'est passé, même si c'est-à-dire que dans les coutumes de cet homme-là, ce sont des trucs qui se font, la manière dont c'est fait, c'est mal fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ce genre de truc dans le dos, hein, du géniteur ou bien du papa d'un enfant comme ça. Et lundi, j'ai parlé de réflexion, mardi, j'ai parlé de réflexion, mercredi, je vais vous parler de réflexion, parce qu'il faut toujours réfléchir avant de faire ce qu'on veut faire, tout simplement. Tout simplement parce que quand tu es une femme et que tu es dans un foyer, que ton homme te confie, quand il part chercher le pain quotidien, tu es censé laisser le foyer dans le calme et dans la paix qu'il a laissé quand il est parti, quoi. Il faut que quand il retrouve la paix qu'il y a dans ce foyer-là. Mais quand ce genre de choses se produisent, ben c'est difficile de trouver la paix. Et surtout si c'est une personne tierce qui ne fait pas partie de votre foyer, qui vient semer le trouble, c'est encore plus blessant. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir confiance dans cette femme-là. C'est-à-dire que, comme Jacques l'a dit, ben, aujourd'hui c'est la scarification, prochainement c'est autre chose, encore pire. Maintenant, moi je pense à l'enfant qui va garder cette marque toute sa vie et qui n'a jamais demandé à avoir ce genre de truc. Est-ce que, parce que on ne dit pas de ne pas suivre les coutumes, mais il y a des règles aussi à ne pas transgresser. Quand tu aujourd'hui fais ce genre de truc à un enfant, tu vois qu'il y a la belle-mère, et que tu sais très bien que, enfin, le géniteur vient aussi d'une autre coutume, mais il y a forcément choc de culture, quoi, à un niveau où lui va être choqué de voir ce genre de truc, surtout si on ne lui a pas dit en amont que voilà, on veut faire ce genre de truc à votre enfant, est-ce que vous êtes d'accord, ou comment est-ce qu'on fait, ou comment trouver un compromis pour justement, voilà, trouver une solution à ça. Ça désamorce toutes les émotions d'une personne, ou la capacité de la personne à contrôler ses émotions lorsque la personne est face à ce genre de situation. Donc je pense que l'homme aurait raison, en tout cas le mari en question aurait raison d'engager toutes les poursuites qu'il veut contre, que ce soit sa femme ou encore sa belle-mère, parce qu'elle est venue semer le truc. Moi je me dis même comment est-ce que déjà la femme ne réagit pas face à ça. Moi j'ai du mal à imaginer une femme qui reste inerte face au fait que sa belle-mère fasse scarifier son enfant sans que son mari ne soit au courant. J'ai du mal à l'imaginer. C'est surréaliste. C'est surréaliste. Même si dans leur coutume, c'est un truc qui se fait, ben, si tu te maries à un homme, et si c'est un bébé qu'on a là-bas, c'est que c'est encore un couple encore frais, normalement, la fraîcheur que vous avez dans votre couple te permet, ou bien te permet même pas, t'oblige, hein, à informer ton homme avant de faire ce genre de cérémonie, parce que c'est même toute une cérémonie qu'on fait avant de poser ce genre d'acte aussi. Donc bah, c'est quand même chaud, hein, c'est quand même chaud pour la femme, hein, moi j'ai bien envie même de dire que ma belle-mère et ma femme ont sacrifié mon enfant. Oui, mais bien sûr, parce que comme je le dis, c'est tout un processus de rite. Qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce qui s'est passé après? Quel changement spirituel ça va avoir sur l'enfant? Il y a beaucoup de choses qui rentrent tellement en jeu, quoi. C'est-à-dire que physiquement, on voit la marque qui est présente, mais spirituellement, on ne peut pas voir ce qui s'est passé aussi. Donc, je sais pas, c'est peut-être votre foyer qui vient d'être mis en danger, c'est peut-être la destinée de votre enfant qui vient d'être changée, c'est peut-être l'étoile de votre enfant qui va peut-être moins briller, je sais pas. Surtout que chez nous, ici en Afrique, mais on est très vite convaincu par ce genre de trucs. Donc, je me dis que voilà, c'est beaucoup de choses qui peuvent
être changé en un seul geste et qui n'est pas vraiment réfléchi, comme je le dis toujours. Donc, c'est toujours une question de réflexion et de discussion parce qu'on ne peut pas aujourd'hui faire poser ce genre d'acte comme ça et prétendre continuer à vivre aux côtés de cette personne avec qui vous êtes unis et avec qui vous avez et vous avez donné un fruit de votre amour. Donc, pour moi, c'est inimaginable, c'est surréaliste de faire ça. Et Ezekiel a posé un problème. Oui. Il a dit comment se fait-il que une fille peut se laisser aller de la sorte? C'est-à-dire que quoi? D'abord, je vais prendre cette inquiétude-là sur 2 volets. Je voudrais dans un premier temps adresser un message à nos belles-mères. Même si le mari, le beau-fils est un clochard, il faut le respecter. Et bien sûr. Il est après tout le mari de votre enfant, de votre fille. Et c'est vice-versa. La femme aussi. Même si ton mari est un chômeur, il faut le considérer comme étant ton mari, le père de tes enfants. Et avant toute décision, avant tout temps, il mérite d'être consulté. Ce n'est pas parce que peut-être dans cette famille-là, c'est peut-être la femme qui a un pouvoir d'achat conséquent, ou encore c'est la famille qui a une certaine aisance, une certaine richesse, elle est bien nantie, que automatiquement, on peut se passer du monsieur. Si c'était ainsi, que l'argent à leur donne un enfant. Il faudrait à un moment donné qu'on ait, comme Ezekiel a dit, qu'on arrive à avoir des réflexions un peu poussées. Maintenant, je voudrais aussi attirer l'attention de mes chers amis hommes. Quand vous sortez avec une fille, excusez-moi, essayez de voir si la tête, si la fille est une fille qui est tête en l'air. Est-ce que la fille là, excusez-moi le terme, c'est une fille qui est un peu écervelée ou bien c'est une fille qui a, comment je vais dire ça, qui a une tête fêlée. Parce que, essayez juste de voir un peu la fille quand elle veut réagir. Est-ce qu'elle prend un peu de recul? Est-ce que très souvent, ma petite amie arrive à me consulter? Est-ce parce que, en fait, c'est le résultat de quelque chose qui est profond. Parce que moi, je dis, quand il y a les causes directes, il y a les causes lointaines. Peut-être que pendant leur cheminement, pendant leur histoire de copinage, là, la fille se permettait même de prendre des décisions sans l'avis du monsieur. Et le monsieur, lui, il buvait seulement, il consommait. Moi, déjà, on est en relation. Tu te permets même de te déplacer sans m'informer, il y a un problème. Bien sûr, il y a un problème parce que, alors, quand il y a quelque chose, ce qui est sûr, on va m'appeler. On dit, mais comment ça fait que ta petite amie fait un voyage ou bien elle va quelque part, ainsi, toi, tu n'es pas informé. Ça sort de l'entendement, ça sort du... En tout cas, on ne peut pas comprendre. Alors, cela. ce que Jacques dit, ça va ressembler pardon, à un cliché, mais c'est un truc qui est vraiment réel. C'est un truc qui est vraiment réel. C'est-à-dire que quand vous posez avec une personne et que vous prétendez avoir un avenir avec cette personne-là, vous êtes censé vraiment vivre en communion, même si vous n'êtes pas physiquement toujours présent, de vivre en communion. C'est-à-dire que par les petits messages, vous informer de ce que vous faites ou de comment vous vous déplacez, etc. Ça ne coûte rien. Ce n'est pas une obsession, ce n'est pas le fait de stalker la personne, mais c'est plus une considération que vous donnez à la personne avec qui vous êtes. Autant l'homme que la femme. Autant l'homme que la femme, bien évidemment. C'est important de le préciser. Autant l'homme que la femme, je suis d'accord. Il y a des hommes qui disent que, bon, moi je suis l'homme. Hein. Non. Toi, la femme, tu es dans l'obligation de m'informer. Autant l'homme que la femme, dans une certaine mesure, bien évidemment. Mais, comme Jacques l'a dit, c'est la chose la plus normale à faire. C'est pour ça que je dis que c'est surréaliste d'imaginer que ça s'est passé, surtout sur le toit de l'homme, sans que lui ne soit au courant. Maintenant, j'aimerais revenir sur un aspect qui est très important. Parce que la relation émotionnelle que souvent les femmes ont avec leur mère, surtout lorsqu'elles viennent de se marier, est étroite à un point où je me dis que ça en devient dangereux parfois. Parce que il y a des mères, je ne sais pas comment le dire, je ne suis pas psychologue, mais qui n'ont pas vécu le mariage qu'elles voulaient. Et à travers leur fille, elles vivent le mariage qu'elles voulaient. Elles vivent la vie qu'elles auraient voulu vivre dans son foyer. Vous comprenez? D'où le fait qu'il y a certaines qui viennent s'incruster et certaines qui viennent prendre des décisions dans la maison d'un tiers homme qui a construit son foyer sans leur consentement. Et ça aussi, c'est le résultat de ce qu'on a aujourd'hui comme sujet sur la table. Vous voyez un peu. Donc, ça fait que
lorsque c'est important, même dans la Bible, ça dit, hein, il faut que la femme se détache, etc. Tout ça pour. Et il faut vraiment se détacher, quoi. C'est très important de vraiment se détacher et de vivre votre vie. Il ne faut pas que quelqu'un la vive à votre place, quoi. C'est très important. Et j'aimerais qu'on aborde aussi un aspect très important, c'est l'aspect santé. Oui. L'aspect santé. Avec quoi on a parce que voilà. Parce que vu l'image là, je me demande déjà comment est-ce que les soins vont se faire pour que la plaie cicatrise rapidement. Et puis, si l'enfant a des fièvres et tout ça, comment est-ce qu'ils auront à gérer ces choses-là? Même psychologiquement, c'est dangereux. Voilà, c'est l'occasion d'attirer l'attention des parents sur cet aspect-là. C'est très important. Si tu permets, oui, je permets, bien entendu. Si tu permets, déjà ça, aujourd'hui, je suis désolé, c'est vrai que c'est les coutumes, mais c'est des trucs qui se font plus. C'est des trucs qui se font plus aux enfants. C'est-à-dire que dans une certaine décennie, on a observé qu'il y a eu beaucoup de gens qui étaient aptes à faire ce genre de trucs. Mais c'est des marques qu'on ne laisse plus trop. En tout cas, moi, je ne vois plus trop ça dans la société aujourd'hui. Cet enfant va grandir. Il va commencer à aller à l'école. Ils vont me nettoyer ça. Il va commencer à aller à l'école, mais il va se faire harceler pour ça. Non seulement harceler, à un moment donné, l'enfant, comment il va dire ça? Il y aura une certaine discrimination. Oui, bien évidemment, parce qu'il va sembler différent, même s'il ne l'est pas, hein, mais il va sembler différent parmi les autres enfants. Parce qu'on va lui dire, mais tu as quoi là, etc. On va même le considérer comme un monstre. Voilà, alors que lui ne comprend même rien à ça. Il n'a rien demandé. Donc voilà, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent découler de cet acte-là. Les belles-mères qui se prennent tout puissants là, ça c'est pas chez moi. Et je vais encore le dire, s'il y a peut-être une future femme de Jacques qui m'entend, elle n'a qu'à comprendre que... mais, avant que quelqu'un ne se déplace pour venir chez moi à la maison, je dois être informé. Mais bien sûr. Vous imaginez la belle-mère là qui après peut-être fait une crise cardiaque à la maison là, qui on va appeler? Moi la raison pour laquelle je n'ai pas évoqué même ça, c'est parce que je me dis que peut-être que c'était la visite de, tu vois, quand la femme accouche, et que peut-être que tu sais qu'elle est déjà là à la maison. Tu comprends? C'est pour ça que je n'ai même pas abordé ce sujet. Parce que c'est des phases où elle est souvent présente. Où elle est déjà là, étant donné que tu es parti au boulot, que tu es revenu le soir. Ça, c'est un premier cas. Et puis, c'est un truc qui se planifie. Ça veut dire que si elle l'a depuis, c'est qu'elle a eu le temps de bien planifier tout ce qu'il y a comme cérémonie, en fait. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas voulu aborder le sujet, même si c'est possible que... Il y a même des cas où on dit, tu sais, le papa est trop compliqué, hein. Tu sais ce qu'on va faire, il faut patienter. Quand il va partir pour le service, on va faire, après il va plus rien faire. Après il va plus rien faire. Jusqu'à son retour, c'est déjà fait, il va faire comment? C'est ça. Et la femme naïve, excusez-moi, naïve qu'elle soit, elle cautionne ça. Mais c'est mettre en danger son foyer. Et moi, ça pose encore un problème. Moi, je l'ai toujours dit sur le plateau. On ne se lève pas comme ça d'un beau jour et se dire qu'on veut se marier. Ça pose un sérieux problème de formation. Comment est-ce qu'on se prépare pour entrer dans le mariage? Ce n'est pas parce que je suis tombé enceinte qu'automatiquement je suis devenu femme au foyer. Hein? Ce n'est pas parce que bon, je vis désormais sous le toit de monsieur et automatiquement je suis femme mariée. Même si tel est le cas, quelle formation, quelles sont les instructions, quelles sont les notions que tu as reçues pour pouvoir tenir ton foyer? Ce n'est pas aller voir 2-3 personnes qui vont te dire, tu sais, ils seront les DA, quand on se marie, c'est ceci. C'est pas ça. C'est ce qui fait qu'on assiste à des choses comme ça. Et pour finir, les belles-mères qui se voient toutes puissantes là, s'il vous plaît, faites votre démonstration de force là chez vous à la maison. Avec votre mari. Avec votre mari, pas chez moi, parce que laissez vos enfants vivre en tout cas, leur amour, leur foyer, vivre tout ce qu'elles, en tout cas, tout ce qu'elles veulent. Et s'il y a des problèmes, on va quand même revenir à vous et vous dire, bon, écoutez, on veut faire ceci, faire cela. Même si le mari de votre fille est un clochard, il se doit d'être respecté. Merci. Alors moi, c'est ce que j'aimerais ajouter pour finir, c'est que c'est important d'étudier la personne avec qui vous allez vivre, c'est très important. Et pas seulement elle, mais son entourage aussi, c'est très important. C'est pour ça que je dis généralement qu'il faut 3 à 5 ans, pour moi, minimum de vie commune, ou bien de vie de cheminement avant de se marier. Je suis d'accord. Parce que tu veux prendre 2 ans pour connaître peut-être la personne avec qui tu vas vivre toute ta vie, mais pour connaître son entourage, tu vas galérer parce qu'avec eux, tu vas jamais vivre tous les jours. Tu vas peut-être les croiser en passant, c'est dans les moments heureux que vous allez vous croiser et tu vas jamais connaître leur côté, entre guillemets, obscur, quoi.
Donc voilà, donc pour moi, il faut au minimum ce temps-là pour pouvoir étudier toutes ces personnes-là, que ce soit les beaux-parents, que ce soit les beaux frères et sœurs, tout ça, parce que c'est des gens que tu vas être amené à côtoyer, et qui vont peut-être avoir un impact significatif sur ta vie, que ce soit positif ou négatif. Donc c'est ça, il faut essayer de poser les bonnes bases, hein. Et puis le mariage, c'est pas une fin en soi, comme je dis tout le temps, hein. C'est-à-dire que vous pouvez avoir... Il y a des gens qui sont mariés mais qui vivent heureux, et qui vivent bien avec leur belle famille et tout ça, mais sans mariage. Donc je pense que c'est mieux pour moi de connaître vraiment avec qui on est, que de forcément voilà, aller s'unir à quelqu'un juste comme ça, ou aller s'unir à une personne sans vraiment connaître voilà, tout ce qui entoure cette personne, l'environnement, ou bien les personnes qui entourent cette personne. Ça évite vraiment de tomber dans ce genre de situation qu'on a souvent. Et puis, moi, je vais revenir sur, excusez-moi, sur l'aspect santé. C'est très important. C'est vrai que c'est des pratiques qui ne sont plus vraiment visibles aujourd'hui, mais il y en a quand même. Il y en a. Donc, moi, ce que j'aimerais dire, si dans votre coutume, on fait ça à vos enfants, après l'avoir fait, essayez d'emmener les enfants à l'hôpital. Déjà, faites-le dans de bonnes conditions. Voilà. Et puis, faites-le dans de bonnes conditions, bien entendu. Sachez quoi utiliser pour le faire aussi. Est-ce que c'est bien désinfecté et tout ça et tout ça. Et puis après, essayez d'emmener les enfants à l'hôpital voir un professionnel de santé pour voir si tout va bien et vous prendre des produits par la même occasion pour pouvoir permettre à ce que les cicatrices se fassent très rapidement. En tout cas, c'est très important. Pour moi, quand même, moi, c'est l'aspect santé parce qu'on parle des enfants qui sont des êtres très fragiles. Donc, pour moi, l'aspect très important, c'est l'aspect santé. Quand vous finissez là, emmenez les enfants directement à l'hôpital pour aller voir un professionnel de santé. L'autre aspect aussi, c'est que il peut arriver même des cas où la belle-mère peut amener la fille, on peut aller faire une mutilation génitale à la fille, à l'insu du monsieur, c'est aussi ou encore du débat. parent. Le papa, peut-être le papa, c'est la femme même qui peut amener la fille à cette pratique-là de mutilation génitale, et à l'insu du monsieur qui peut-être va le découvrir plus tard. C'est des choses qu'on ne dit pas. Ça, c'est encore plus grave. Oui, c'est des choses qu'on ne dit pas. Donc, très tôt, prendre des mesures en même temps. Quand on les enferme, c'est bon. Mais je vous dis. En tout cas, de ce sujet... L'avocat de Jacques aura du boulot. de ce sujet, ce que j'aurais vraiment compris, c'est qu'il faut, je le dis tout le temps, la communication en fait. Qu'il faut la communication dans un couple. Je ne pense pas que la belle-mère s'est levée le matin comme ça et puis s'est décidée de faire la scarification sur le visage de son petit-fils sans le consentement de son enfant. Donc, si votre maman vous demande de faire ce genre de choses et que vous voyez que c'est très délicat, essayez de discuter de ça avec votre conjoint. Même si votre maman dit non, c'est quand même de discuter avec votre conjoint parce que c'est la vie de votre enfant. Vous n'êtes pas la seule, bien le seul à avoir fait l'enfant. L'enfant a été conçu à deux. Donc, les décisions concernant l'enfant doivent être prises à deux. Donc, c'est très important de ce sujet également. C'est ce que j'aimerais dire. En tout cas, ce n'est pas facile la vie de couple. Et puis, nous aussi, on est là pour amener tout le temps les sujets sur ce plateau, pour discuter, pour donner nos avis, pour essayer quand même de vous aider dans vos foyers et tout. Et puis, dans la vie quotidienne, et surtout, n'oubliez pas, le bien-être, c'est très important. Quand vous êtes avec quelqu'un, que vous sentez que le bien-être n'est pas là, prenez la tangente. Ça là, je ne vais pas manquer de le dire. Je suis l'ambassadrice du bien-être. C'est ça. Bon, les gars, merci beaucoup pour vos interventions très enrichissantes. Nous allons donc y aller avec l'info du jour. Si la régie est prête, bien entendu. Une grande partie des terres de la planète s'assèche et compromet la capacité de survie de la vie génitale et animale selon un rapport des Nations Unies publié lors de discussions au cours desquelles les pays s'efforcent de résoudre le problème. Les précisions de nos confrères de Africa News. Les sécheresses frappent plus durement et plus souvent.
D'ici à 2050, 3 personnes sur 4 dans le monde devraient être confrontées à une pénurie d'eau. C'est ce qu'affirme le rapport des Nations Unies présenté lors du sommet sur la lutte contre la désertification qui s'est tenu à Riyad en Arabie Saoudite. Aridity is increasing worldwide. L'aridité augmente dans le monde entier. Plus de 70% de la surface de la Terre est affectée par des climats plus secs. And in addition, more than 3% of humid areas. De plus, plus de 3% des zones humides de la Terre se sont transformées en terres arides et sèches. Selon les scientifiques, le réchauffement de l'atmosphère dû à la combustion du charbon, du pétrole et du gaz amplifie ce phénomène. Le réchauffement climatique a été le principal facteur expliquant les tendances d'aridité observées au cours des dernières décennies. Les précipitations ne changent pas beaucoup à l'échelle mondiale, mais la forte augmentation de la température a provoqué une évaporation atmosphérique accrue, qui augmente le stress, ce qui donne les valeurs de l'indice d'aridité que nous avons utilisé dans le rapport. La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification affirme que chaque année, 100 millions d'hectares de terres saines et productives se dégradent. Voilà, c'était donc tout pour l'info du jour. À vous qui venez de nous rejoindre, merci d'être là et merci de continuer cette émission avec nous. Tout de suite, nous allons marquer une pause et revenir juste après. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à l'ECOSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Le 34e numéro de Dagon Magazine fait honneur à Dagan Dadede Theresia Massonia Hunede, une des reines incontestées du journal parlé au Togo. La rubrique santé de ce numéro de Dagon Magazine nous parle de la variole du singe ou Mpox, ses modes de transmission, ses symptômes et sa prévention. La rubrique bien-être de son côté attire vivement notre attention sur les conséquences cachées des boissons alcoolisées. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo.
Voilà, de retour donc sur ce plateau. Je vous le disais à l'entame de cette émission, aujourd'hui c'est mercredi. Et forcément, vous aurez droit au dossier de la semaine et c'est tout de suite après le jingle. Le dossier de la semaine donc, hein, tout de suite après le jingle. Alors, pour ce matin, nous aurons à parler dans le dossier de la semaine de l'utilité et des valeurs nutritives du lait de coco. Suivez. Le lait de coco est issu de la pulpe de noix de coco mature, dont la chair est broyée, mélangée à de l'eau puis filtrée. Un jus végétal peu sucré, intéressant d'un point de vue nutritionnel, mais pas seulement. Bien que reconstitué, le lait de coco est riche en minéraux, à savoir le fer, le potassium, le phosphore, le manganèse, le cuivre, le sélénium et le zinc. Contrairement à l'eau de coco, le lait est riche en lipides et acides gras saturés. Source de vitamines B, E, C et de fibres, c'est un aliment complet. On l'utilise principalement en cuisine où il se révèle très intéressant pour les gourmands et les personnes intolérantes au lactose. Le lait de coco est également utilisé en cosmétique. L'acide laurique contenu dans le lait de coco est très efficace contre les infections. Il est également facteur de réduction de risque d'accidents cardiovasculaires. Le manganèse, le magnésium qu'il contient contribue à la dilatation des vaisseaux sanguins et diminue ainsi la pression artérielle. En plus, le magnésium aide à lutter naturellement contre le stress. La matière grasse de ce lait empêche la peau de se dessécher. C'est un produit hydratant qui pourra facilement être appliqué sous forme de masque pour cheveux, par exemple, et pour soulager la peau en cas de coup de soleil. Il convient de garder en tête que le lait de coco ne contient pas ou très peu de calcium. Il est par contre riche en matière grasse et est un aliment calorique. Le lait de coco peut être source d'allergie. Il est donc important d'en consommer en tenant compte de ses inconvénients. Ah là là, le lait de coco. Si seulement je pouvais en trouver ce matin. Est-ce que vous aimez? Moi, qui n'aime pas. Non, attends, il y a des gens qui n'aiment pas. Bon, c'est que votre vie est compliquée. Bon, peut-être les gens, c'est à cause des allergies. Il y a des gens qui sont peut-être allergiques, je ne sais pas, mais en tout cas, moi j'aime bien. Moi, je passe des journées, surtout quand je suis un peu souffrant là. C'est la seule chose que j'arrive à prendre. Donc, moi j'aime bien. Il y en a même qui disent que c'est un serein. Ouais. Oui. En vrai, oui. Parce que moi je me dis souvent, il faudrait qu'on ait cette habitude-là d'en consommer. D'en prendre très souvent parce que ça a tellement de vertus et c'est tellement bénéfique pour notre santé. Pourquoi? C'est quelque chose qu'on peut trouver facilement. Pourquoi ne pas s'offrir ce plaisir-là d'en consommer très souvent? En plus, c'est l'une des rares choses dont l'excès n'est pas... Je n'ai jamais entendu que l'excès... Il y a certaines personnes, ce qu'il faut quand même, en tout cas refuser, c'est que dans l'automédication, il y a certaines personnes qui font une certaine combinaison du lait de coco avec certains produits. Qui n'est pas... Donc c'est à vérifier avec un nutritionniste avant de consommer. Parce que comme tu le dis, traiter le palu, il y a des gens qui mélangent ça avec d'autres. J'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. J'ai dit que quand je suis souffrant, c'est la chose que j'aime la plus consommer. J'ai pas dit ça de parler. Pardonnez. Dis-nous, tu n'as pas dit ça. Oubliez. J'ai dit quand je suis souffrant. C'est la chose que j'aime consommer. Ça ne traite pas le palu. Ça ne traite pas le palu. Oubliez ça. Moi, consommer ça comme ça, genre, ça ne me pose pas de problème. Dans la mesure où on commence par mélanger avec d'autres produits, ça me pose un sérieux problème. Je pense parce qu'après, faudrait... Même, je pense qu'on doit inviter un nutritionniste sur ce plateau pour en discuter. Parce que, comme tu viens de le dire, ça abonde tellement. Les gens en consomment sans modération. Mais après, est-ce qu'en consommer excessivement aussi, c'est bon pour la santé? Question.
sur cette histoire d'interaction aliment-médicament. C'est-à-dire qu'on prend l'aliment, on fait le mélange avec le médicament. Est-ce que, ou encore peut-être pourquoi ne pas parler d'un que sais-je, avec des détails. Fais doucement, calme-toi. En tout cas, pour ce matin, voilà, c'était notre proposition pour vous. Les valeurs nutritives donc du lait de coco, consommez ça, mais surtout évitez de mélanger cela avec d'autres produits. Si vous voulez forcément mélanger, ben, allez justement voir un spécialiste pour que le spécialiste puisse vous donner le OK avant de le faire. N'allez pas prendre les choses comme ça parce que peut-être Afia a eu à le prendre, ça ne lui a rien fait, et puis toi-même tu te décides de le prendre, tu n'es pas Afi, ton organisme est différent de l'organisme de Afi. Donc, pour toute chose, orientez-vous vers un spécialiste pour avoir des réponses concernant vos inquiétudes. Et donc, c'était donc tout pour le dossier de la semaine. Nous allons encore marquer une pause, cette fois-ci musicale, et puis on revient juste après avec Astuce Santé avec Cheikh Sarah. Oh, baroudou bi mi tanle, oh, baroudou bi mi tanle, oh, baroudou bi mi tanle mi wallo. Oh, baroudou bi mi tanle, oh, baroudou bi mi tanle, oh, baroudou bi mi tanle mi wallo. Une petite fille reste encore un enfant. Elle ne peut être une mère ou une épouse. Laissons-la grandir pour qu'elle vive une vie épanouie. Disons-nous, disons-nous, disons-nous. Au mariage des enfants. Boda sueton, pautuna no lanaye, yekana ule ye ganu ganu, bose na papa da ode, ena gbazi da kona, bo viere no jaje ke to asukwe mi gbe. Iwo de bi pe mo duro ke ya iba. Iwo de bi pe ma kuro wen iba ba. Pasa, barote un pa iba, pa ika ure ba, bi pe ma mora kun. Une petite fille reste encore un enfant. Elle ne peut être une mère ou une épouse. Laissons-la grandir pour qu'elle vive une vie épanouie. Disons-nous, disons-nous, disons-nous au mariage des enfants. Une petite fille reste encore un enfant. She needs growth. Retour donc sur ce plateau, et exceptionnellement aujourd'hui, Jacques va se mettre dans la peau de Nachat pour nous donner des astuces sur comment se lever du lit. Papa n'a astuce. Papa n'a astuce, c'est vrai, on a maman n'a astuce. Aujourd'hui, on a papa n'a astuce. Alors, papa n'a astuce. Ouais, c'est un manteau que je m'en vais emprunter. Mais tu vas rendre tenez-vous bien dans astuce, je ne vais pas vous dire. Il faut prendre le curcuma, faire un mélange, jus de citron, miel, gingembre. Non, 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 non. Toi, tu n'es pas dans les choses là. Ça. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de comment se lever du lit. Ça peut paraître un peu banal, mais c'est très important. Oui. Parce que c'est comme certaines personnes, on les réveille et puis elles sursautent du lit. Ou encore certaines personnes, quand elles apprennent une mauvaise nouvelle, elles font des... Elles ont une façon d'accueillir la nouvelle avec des cris pas possibles. C'est pas bien, est-ce que vous voyez? Et pour la petite histoire, il y avait un petit garçon, d'accord, qui traînait très souvent sortir de son lit. Et vous le savez bien, très souvent les matins, quand on a du mal à sortir, c'est la voix de maman. Quand on attend souvent, hey, toi Ezekiel, tu fais quoi depuis là? Tu ne veux pas sortir. Réveille-toi, il fait jour. Est-ce que vous voyez? Et le petit Ezekiel... On vit ça toujours. Hein. Voilà. Même aujourd'hui... On vit ça. Hein. Et la maman dit à Ezekiel, pourquoi tu ne veux pas te lever de ton lit? Et le petit Ezekiel répond en disant que parce que chaque fois que je me lève, je suis fatigué toute la journée. D'accord? Alors je me dis, si je reste un peu au lit, je vais économiser mon énergie pour avoir une journée, en tout cas superbe. Est-ce que vous voyez? Et la morale nous fait comprendre que
Même si rester au lit semble tentant, il vaut mieux se lever, commencer sa journée. C'est-à-dire que quoi? Il vaut mieux sortir de son lit, commencer sa journée que de rester continuer sa grasse matinée. À un moment donné, on voit que le temps est parti et on commence par faire les choses à la va-vite. Alors, l'autre aspect, c'est que quand maman nous réveille comme ça, ou encore on doit aller quelque part, on a suffisamment dormi, on se rend compte qu'on devait se lever peut-être à 5h30, mais on finit par se réveiller à 6h30, on sursaute. C'est pas bien. Alors, qu'est-ce qui est recommandé pour que nous ayons une journée formidable, une bonne journée? Parce que il faut bien démarrer sa journée. Ce n'est pas peut-être après 2-3 heures de temps qu'on va se dire, ou encore c'est à midi, on va dire, je prépare ma journée. Non, tu pars du réveil. C'est pour ça, parfois, on te souhaite un bon réveil. On te dit, bon voilà, bonjour. Surtout pour les amoureux, on se réveille, on se dit bonjour, tu as bien dormi, et ainsi de suite. C'est pour que, voilà, la journée se passe très bien. L'amour, c'est pour les grands, un petit laissé. Donc, mais pas que les grands, parfois même, la maman te dit bonjour, mon chéri, mon fils. Hein. Oui, non, ça c'est encore meilleur. Il y a une certaine chaleur. Tu me dis de quel amour je parle? Alors, j'ai énuméré pour vous 6 grands points. Alors, le premier point, évitez de vous lever brusquement. Pourquoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que passer de la position couchée à la position assise en douceur. Est-ce que vous voyez, il faut adopter une position assise sur le lit quand on est couché. Donc on revient à la position assise, pliez vos genoux et roulez sur le côté avant de vous redresser. D'accord? Cela permet d'éviter le vertige ou encore une tension soudaine sur le dos. Vous allez quand même remarquer certaines personnes, quand on se lève, en tout cas ça nous arrive, hein, tu te lèves brusquement du lit. Voilà, c'est comme si tu as le vertige ou encore quand tu t'étires, c'est comme tu as le vertige. Ce n'est pas la bonne des manières. Alors, le deuxième point, étirez-vous légèrement, d'accord? Maintenant que vous êtes assis, d'accord, vous avez replié vos genoux, vous étirez un peu parce que vous êtes toujours encore assis au bord de votre lit, d'accord? Eh bien, avant de poser les pieds sur le sol, étirez vos bras au-dessus de votre tête et étirez vos jambes. Alors, qu'est-ce que cela fait? Cela stimule la circulation sanguine et réveille vos muscles parce que quand on est encore endormi, nos muscles se reposent. Alors, quand on se réveille, il vaut mieux les échauffer un peu, d'accord? Les étirer et permettre également une bonne circulation sanguine parce que c'est la base de toute chose. C'est cela qui va nous permettre, qui va quand même communiquer la bonne santé à nos cellules, aux organes et tout. Et là, vous pourriez commencer très bien votre journée. Alors, le troisième point c'est prenez une grande inspiration. Alors, c'est des astuces qu'on peut se dire, ce n'est pas trop, mais c'est des choses qu'on peut faire en pratiquement 1 minute, on peut faire cela. Ça ne coûte rien, ça ne demande pas grand chose. Alors, pourquoi il est important d'inspirer profondément? Alors, respirer profondément pour activer votre énergie, vous préparer mentalement à commencer la journée. Quand tu t'inspires, c'est comme l'exercice de yoga que nous faisons très souvent. Ou de la méditation. Ou de la méditation. C'est toujours bon. C'est toujours bon. Quand tu inspires, ça te permet de rentrer dans un univers, de voir un peu, de te projeter un peu dans la journée, de réfléchir aux bonnes choses. Et là, ça te permet d'attirer des énergies positives vers ta personne, d'accord? D'activer également les vibrations qu'il faut. Et puis, juste après, vous allez vous sentir énormément soulagé, apaisé d'une manière. C'est toujours mieux de se réveiller dans un calme. Moi, la méditation, je conseille vraiment à tout le monde. Voilà, tu n'as rien dans ta tête, tu es tranquille, c'est comme tu es libéré et tu n'as qu'une énergie positive. Tu te dis oui, je vais me réveiller. C'est comme un vide qu'on fait. Et puis... Voilà, je vais faire telle chose, je vais faire telle chose. Même si on a des soucis la veille, c'est quand même important. Justement, c'est-à-dire quand on se réveille le matin. Dans cette inspiration, c'est de ne penser à rien. C'est-à-dire que quand vous inspirez, pour faire le vide. Pour faire le vide, justement, vous coupez la respiration et vous ne pensez à rien. Vous allez juste entendre que le battement de votre cœur. Ça permet également à la mémoire de se reposer un peu parce que nous réfléchissons trop. On pense beaucoup, on réfléchit tout le temps, le cerveau travaille. À un moment donné, il faut permettre une certaine pause et permettre également au cerveau de s'oxygéner en fait. Est-ce que vous voyez? Et le quatrième point, mais très important, et comme le dira quelqu'un, hydratez-vous.
hydratez-vous le matin. Gardez un verre d'eau près de votre lit et buvez quelques gorgées dès que vous êtes debout pour réhydrater votre corps après la nuit. Et cela, moi, je vais vraiment le conseiller. Ayez cette habitude-là de vous hydrater. C'est très important. Et finalement, avant de finir, posez vos pieds au sol progressivement. Donc, placez d'abord un pied puis l'autre. Cela aide à stabiliser, d'accord, votre posture avant de vous lever complètement. Et pour finir, préparez votre esprit. Alors, répétez une affirmation positive ou visualisez une tâche agréable de votre journée pour commencer sur une note motivante. Donc, ça vous permet d'avoir un peu, en quelque sorte, en quelques secondes, un agenda de votre journée et se dire, ok, je viens faire ceci. S'il y a à rester positif, par exemple, Blondie qui se dit, ah, aujourd'hui, mon émission doit être au top. Même nous, les chroniqueurs, aujourd'hui, ma chronique doit être au top. Ou encore, aujourd'hui, je dois donner le meilleur de moi-même. Avoir des paroles d'inspiration, de motivation pour se dire, oui, aujourd'hui, je dois faire le max, je dois vraiment mettre le paquet et donner le meilleur de moi-même. Et c'est une grâce quand même qui va nous accompagner. Ou encore se dire des paroles de bénédiction pour démarrer sa journée. Donc, voilà, de façon ramassée, les 6 points essentiels qu'on peut quand même embrasser en 1 minute pour bien démarrer sa journée. Bien démarrer sa journée, ce n'est pas seulement aller prendre sa tasse, prendre son petit déj, voilà, faire ceci, cela, mais c'est aussi ces petites notions-là qui, en tout cas, semblent parfois banales, mais qui sont quand même des notions importantes pour bien démarrer sa journée. Pas d'astuce, Ézéchiel. Toi-même, faut voir. En tout cas, on a une autre dose. Ah oui. Je pense que c'est de très bonnes astuces pour se réveiller en douceur. Ça, c'est votre journée va aller au rythme de comment vous vous réveillez en fait. Donc ça va aller en douceur aussi. Donc je pense que c'est toujours important de pratiquer ces astuces-là. Surtout la méditation, je conseille vraiment parce que moi j'ai expérimenté ça. C'est très bon pour le mental, pour le psychique. Vraiment, la méditation, surtout moi, c'est ce que je retiens. C'est la meilleure des phases du réveil, meilleure des phases. Et puis même si vous êtes en retard, là, ne vous levez pas choco. Même si vous êtes pressé, vous ne pourrez pas faire tous ces points. En tout cas, tous ces points-là que je viens d'énumérer, juste prenez quelques secondes pour marquer une petite pause avant de sortir, avant de vous lever. Ça va vraiment, parce qu'il y a également cette histoire de pression artérielle dont on parle très souvent. Et il faut réglementer cela. Et l'autre chose, c'est peut-être de voir prochainement comment aller au lit. Sinon, après tout, on dira j'ai fait des cauchemars, je n'ai pas bien dormi toute la nuit, ce n'est pas bien, c'est le moment de se reposer. La bonne position, comment aller au lit, que faire avant d'aller au lit. C'est des notions qu'on pourra aussi apprendre si l'occasion nous est donnée une prochaine fois. Il faut négocier avec maman. Parce que dans l'appel, moi je ne peux rien dire. N'est-ce pas? Faut négocier avec elle. Allez vous tuer en coulisses. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup Jacques. Merci. C'est donc tout pour Astuce Santé de ce matin. Et c'est sur ces notes-là également que l'émission de ce matin prend fin. Merci. Vraiment, merci. On a été très ravis d'avoir été en votre compagnie. Merci pour l'amour. Merci pour le soutien. Merci de continuer de nous suivre dans cette émission. Ça nous fait énormément plaisir. Je ne manquerai pas également de dire merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés pour ce nouveau numéro de cette émission. On part aujourd'hui, mais comme à l'habitude de le dire, Ézéchiel, on revient demain. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et donc, demain, je dis encore rendez-vous à partir de 10h30 pour un tout nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. Et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous. C'est très important. Au revoir et à demain.